Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous nous entendez bien et que vous êtes en ligne. Ce webinaire euh, très important que je vais animer pour la commission des finances de l'AMF avec ma collègue Yannick Pouzadou, qui est sur le point, qui est en charge des questions d'urbanisme. Je vais lui proposer peut-être de dire un mot d'introduction et puis après je le ferai à mon tour. Mais avant cela, vous dire que nous sommes avec les services de la direction des finances publiques, évidemment, principalement intéressés. Alors, nous sommes avec, si vous pouvez vous présenter. Olivier Touvenin, chef du service de la gestion fiscale. D'accord. Marina Fage, sous-directrice des missions foncières et de la fiscalité du patrimoine. Et Cédric Duprel, sous-directeur à la gestion publique. Voilà, donc nous avons des interlocuteurs tout à fait adaptés au sujet. Nous sommes également avec Blaise Carmoel-Seabra, conseiller technique sur les sujets habitat et logement donc pour l'AMF. voilà, nous avons également un jeune alternant, n'est-ce pas? Nous sommes avec Louise Larcher, qui travaille également à l'AMF sur ces questions notamment. Puis alors pour la commission des finances, Aurélien Philippot. Donc c'est une coproduction du pôle finance et du pôle urbanisme de l'AMF. Voilà pour vous dire qui sont les présents, avec moi-même, donc Antoine Lemay, trésorier général de l'AMF et co-président de la commission des finances, et Véronique, à qui je cède la parole, si elle le veut bien, pour son mot d'impro, après quoi je dirai également quelques mots. Chère Véronique, à Merci. toi. L'introduction permet à tout le monde de pouvoir rentrer dans le webinaire. Simplement, en termes de modalités, le webinaire sera remis en ligne sur le site de l'AMF et les documents aussi seront disponibles après le webinaire si vous en avez besoin et si vous voulez transmettre à des collègues élus et directeurs, vu qu'on a nos directeurs et nos élus qui sont connectés, qui n'auraient pas pu se connecter. Et vous pouvez écrire aussi tout le long dans le chat avec les services, les équipes. Voilà, on reprend les questions et s'il y a des questions qu'on n'a pas pu traiter, on pourra quand même les donner à la DDFIP que je remercie, DGFIP, à nos personnes présentes que je remercie de leur présence, qui pourront répondre aux questions parce que certainement on a tous aussi des cas particuliers. Simplement pour dire que cette taxe d'aménagement, depuis que les services de l'État, entre guillemets, et pas qu'entre guillemets, ont décidé de changer les modalités, nous ont fait beaucoup de soucis. On a fait beaucoup de remarques. On avait déjà fait un webinaire en 2023 pour expliquer la nouvelle gestion et surtout, on avait déjà transmis, nous, à MF, avec d'autres associations, mais vraiment, on était en pointe sur les difficultés qu'on pouvait appréhender. Malheureusement, les difficultés sont là. Le président Lisnard avait écrit dès le mois d'avril à la ministre en charge, à Amélie de Montchalin, pour expliquer les difficultés. On avait une réponse assez technique. Et aujourd'hui, on est au mois d'octobre et en fait, on a de plus en plus remonté de terrain qui viennent de nos communes, des uns et des autres. Les associations départementales aussi nous ont fait beaucoup de remontées, hein, que ce soit la Haute-Savoie, que ce soit le Gard, l'Aube. Voilà, vous prendrez pas en bras si je dis pas, avec des vrais impacts financiers pour nos communes où on se rend compte aujourd'hui qu'un certain nombre de communes ont à peu près que 10% de la taxe d'aménagement qui était prévisionnée sur 2025 qui est versée. Et surtout, nous n'avons pas arrivé à faire le retard de 2023 et de pas de son, je vois. C'est normal? Ou tout le monde m'entend? Tout le monde m'entend, donc je continue, hein. Oui, d'accord, ok. Donc ça vient des gens qui n'ont pas de son, ça vient de chez eux. Très bien. Ok, ça marche. Donc, je continue et je vais être guère plus longue. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on rencontre, c'est que chez nos adhérents, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet de prévisibilité de la ressource. Donc, aujourd'hui, on est en manque dans nos budgets. On est en manque aussi dans la signification, dans la prévision. Alors que la taxe d'aménagement, on a deux axes côté urbanisme, c'est que cette prévision va nous servir de budget et surtout à pouvoir prévisionner les matières d'urbanisme et de services publics, des aménagements que l'on devait faire. Et deuxièmement, pour nous, à la commission aménagement, mais la commission finance y viendra aussi, pour nous, c'était un véritable outil fiscal sur lequel on pouvait s'appuyer et s'abriter dans les années à venir
avec une volonté de liberté territoriale, en pouvant beaucoup plus ce taux normal et minimal dans le cadre de la politique de sobriété foncière et du ZAN qui nous complexifie complètement la donne. Donc aujourd'hui, c'est juste pour donner le ciblage pour les services de la DGFiP que je remercie qui décident de parler avec nous, c'est qu'en fait, on a une problématique de zone aujourd'hui sur la manière dont on reçoit nos recettes, dont on peut avoir la prévisibilité et surtout, demain, on aura aussi une vraie différenciation si on n'a pas d'assurance sur cette regagner un peu de liberté fiscale dans la manière dont on peut s'appuyer sur cet outil. Je voulais aussi signifier que les CAUE sont en grande détresse financière parce que eux, c'est vraiment leur taxe. Et aujourd'hui, voilà, on est vraiment mis à mal avec de certaines problématiques vraiment de financement. Donc, côté commission d'aménagement du territoire, avec les associations départementales, voilà, on souhaite vraiment rester formel sur cette taxe qui est importante dans nos budgets, surtout au vu de toutes les ponctions que l'on subit par ailleurs. Mais je laisse Antoine compléter. Merci Véronique. Alors moi je vais plutôt évoquer le volet finances locales. Hier d'ailleurs nous avions, hein, c'est là Aurélien, la commission des finances de l'AMF qui est toujours très suivie, hein. Il y a beaucoup d'élus qui fonctionnaient bien jusqu'en 2020. C'était l'administration ex-DDE, enfin la direction du territoire, enfin qui recouvrait, ça marchait bien. Nous avions un dispositif de recouvrement basé sur la date de délivrance d'autorisation d'urbanisme. La loi de 2020 a changé le système. Alors bon, sur le coup, on avait des inquiétudes. C'est pas tellement par rapport au DDFiP, DGFiP, hein. Ils exécutent la plupart de nos dépenses. Ils sont aussi inquiets sur, peut-être parce qu'on avait passé nos vacances en Grèce pour certains, et qu'on voyait bien, plaisanterie mise à part, ce que ça pouvait donner. Et malheureusement, la catastrophe qu'on escomptait s'est passée. Donc aujourd'hui, on a des retours, ça a été dit, hein, des collègues avec des recettes qui n'arrivent pas, des pertes de recettes, les CAUE qui sont en grande détresse. Donc, il faut absolument, maintenant qu'on Jean est là, par des saisissements de l'administration des GFI pour donner en arrière, mais il faut peut-être, de notre point de vue, se poser la question comme du fait générateur. On nous dit, oui, mais avant c'était compliqué parce qu'il y avait des régularisations, etc. Oui, mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Bon, n'est-ce pas? On avait demandé qu'on reste basé sur la date de délivrance. Régularisation, tout ça, c'est pas grave, hein. Il vaut mieux rendre de l'argent qu'on a que de ne jamais voir l'argent auquel on a droit, hein. Premier point. Donc vraiment, hein, il y a les petites communes, les grandes communes. Puis on l'a dit, hein, c'est une recette quand même qui était importante, qui est liée au développement. Ce matin, j'étais au comité des finances locales. Je ne détaillerai pas les propositions du gouvernement qui restent à faire voter par l'Assemblée nationale, qui, je l'espère, ne les votera pas. Mais on est vraiment dans un contexte de moyens budgétaires donc on ne peut pas se permettre existent et qui sont légitimes, on ne les encaisse pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est presque encore pire qu'il y a quelques années. Alors, hier, on a évoqué également la taxe de séjour. Les collègues ont demandé qu'on sursoit au transfert de la taxe de séjour à la DGFiP tant qu'on n'a pas réglé le problème de la taxe d'aménagement. Je suis assez d'accord, hein. Encore une fois, je travaille aussi contre des DGFiP et des foncières remarquables, mais il faut vraiment régler ce sujet rapidement et trouver des solutions pérennes et le stabiliser. Et après, on pourra discuter de la taxe de séjour, mais les élus locaux, aux apprentis sorciers, sont déjà très stressés, je le disais, par la raréfaction de leurs ressources. Voilà. Donc, on a invité effectivement les hauts fonctionnaires de la DGFiP pour qu'on nous fasse un état des lieux, qu'on nous explique quelles sont les solutions qui sont possibles. J'en ai indiqué quelques-unes, y compris sur le fait générateur. Je crois qu'il faut être pragmatique, hein. Il faut rien s'interdire. L'idée, vraiment, c'est de trouver à la fois des critères et des modes de gestion qui permettent que l'on redonne à cet instrument de recette cette solidité qu'il avait et qui a été perdue dans un contexte que je rappelais. Point 20, peut-être 20, 30 minutes, si vous pouvez, voilà. On va essayer vraiment, quand on termine à 16 heures, de garder au moins 45-50 minutes pour les réactions des collègues
Ils seront donc sur le webinaire qu'on lira et qu'on vous rapportera, hein, de façon à ce qu'on soit très efficace. Nous avons combien d'inscrits là? 600, non? Il y avait 1000 inscrits. 1000 inscrits. Vous avez 544 personnes connectées. Oui, j'étais pas loin, quoi. Enfin, voilà, 1000 selon la police et 600 selon ou l'inverse. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, vous voyez que, plaisanterie mise à part, il y a vraiment une forte affluence des maires, des adjoints, des élus locaux. Alors, on commence par Monsieur Touvenin, Oui, c'est vous, tout à sans fait. doute, Monsieur le chef de service. Merci de votre présence. Je vous en prie. On vous écoute C'est tout à fait normal. avec impatience. Merci pour l'invitation. On va essayer d'être le plus transparent possible. Je vais pas revenir très longuement sur la genèse de tout cela qui a été rapidement mentionné. Effectivement, depuis fin 2022, en gros septembre 2022, la DGFiP est responsable à la fois de la liquidation et de la collecte de la taxe d'aménagement. Auparavant, nous avions simplement la mission de collecte, c'était les services du MTE, donc le Transition écologique, le mouvement, qui s'occupait de l'instruction des dossiers, une instruction effectivement qui reposait sur un fait générateur au dépôt de l'autorisation d'urbanisme et non pas à la fin des travaux. Le système de réforme qui a été mis en place vers 2020, puisque c'est à cette époque-là qu'on a commencé à mettre le nouveau dispositif dans les tuyaux et sur l'usinoir, a fondamentalement changé la donne, ça on est bien d'accord. On est passé à un dispositif où l'instruction était préalable et effectivement, en fin de course, on récupérait une partie assez sensible, environ entre un quart et un tiers, des sommes qui avaient été versées par les collectivités sous l'empire de l'ancienne gestion, à un système où on est passé à un versement au moment où le propriétaire nous indique que les travaux sont achevés, ce qui change effectivement fondamentalement la donne, puisque le fait générateur de la recette n'est plus du tout le même. On a mis une amodiation quand même, à la demande d'ailleurs à l'époque des collectivités territoriales légitimement préoccupées par la stabilité de leurs ressources, qui était de déterminer le paiement et le versement d'un acompte égal en première intention à 50% du montant prévisionnel de la recette pour ce qu'on appelle les grands projets, c'est-à-dire que des projets avec une emprise au sol de plus de 5000 mètres carrés. Donc ça, ce dispositif perdu, on y reviendra tout à l'heure sur les éléments de liquidation. Ça, c'est le paysage général, effectivement, tel qu'il l'est aujourd'hui. On comprend que côté collectivité, la compréhension de ce dispositif et de la logique du changement ait pu paraître un peu curieuse, notamment parce que c'est vrai qu'en termes de trésorerie, c'est pas tout à fait la même chose d'avoir un tien plutôt que deux tu l'auras un peu plus tard, comme vous l'avez dit. Simplement, le phénomène des annulations et remboursements était quand même un phénomène en gestion assez compliqué. Il n'était pas quand même si favorable que cela aux collectivités. Alors, en outre, ça s'inscrivait dans un moment où le nombre de permis de construire, on va revenir sur les chiffres, et le dynamisme du marché immobilier était extrêmement important, et on était sur un niveau de recettes de taxes d'aménagement également important, puisqu'on était à plus de 2 milliards en 2023, de mémoire 2 milliards 2. On reviendra sur les chiffres tout à l'heure. Donc, tout ceci pour vous expliquer qu'il y a alors à la fois un changement de processus, ça c'est le premier point. On va revenir après sur les faiblesses, les insuffisances que nous n'unions absolument pas de ce processus, mais on aimerait aussi quand même vous rappeler quelques éléments de contexte chiffrés sur l'état du marché immobilier. Puisque au jour d'aujourd'hui, en gros, la ressource de taxe d'aménagement, depuis qu'on a repris côté des GFIP la collecte, elle repose sur deux choses. Elle repose sur le stock, donc l'ancien régime qui continue à fonctionner sur son aire, si j'ose dire, jusqu'à la fin, jusqu'à la liquidation totale par les services du logement des dossiers en stock. Ils en ont encore un certain nombre, on essaiera de vous donner des chiffres tout à l'heure, qui progressivement se sont écoulés notamment sur 2022, 2023 et encore 2024, et il y en reste encore cette année. Donc ça, c'était une première partie que vous avez continué, dont vous avez continué à bénéficier sous l'ancien régime avec encore en même temps des versements et en même temps des reprises et des annulations à peu près toujours sur le même trend, environ 25%. Parallèlement, à compter de 2023, on a commencé côté DGFiP à avoir des liquidations. Alors,
Bien évidemment, comme on est sur un système où on est à l'achèvement de la construction, il s'écoule un délai entre le moment où l'autorisation d'urbanisme est déposée et puis la fin des travaux. Ce délai il est assez variable. Bien évidemment, il dépend de la nature de la construction. C'est pas la même chose de construire un abri de jardin ou une piscine que d'avoir un projet de lotissement ou un grand projet. Donc en moyenne, hein, c'est pour les toutes petites constructions, c'est 6 à 8 mois. Par contre, dès qu'on est sur de la construction un peu plus solide, on va dire ça comme ça, on tombe tout de suite sur des délais 12, 15, voire 24 mois. Donc il y a naturellement du fait de ce fait générateur qui a changé, un gros défi recueille les autorisations d'urbanisme et le moment où on est en mesure de solliciter les propriétaires éventuellement défaillants ou de collecter la ressource. Ce gap, donc, il peut être entre 12 et 24 mois, sachant qu'auparavant, hein, il ne faut pas non plus peindre en rose le système précédent, parce que l'instruction par les services du MTE prenait quand même en moyenne entre 18 et 24 mois entre le moment où ils avaient l'autorisation d'urbanisme et le moment où ils mettaient en liquidation. Donc il y avait de toute façon un délai, mais il est vrai qu'on vivait sur un système qui était enclenché, c'était un peu comme un engrenage, et donc il y avait un fonds de roulement tous les ans qui permettait d'avoir une recette à peu près stabilisée, surtout dans un contexte de dynamisme du marché de la construction. Donc il y a forcément un délai entre le moment où maintenant la DGFiP récupère les autorisations d'urbanisme déclarées et embarquées dans les systèmes d'information et le moment où nous sommes en capacité d'aller chercher les propriétaires et de faire le recouvrement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, depuis 2022, 23, 24 et 2025 ne s'annonce à ce stade pas tellement mieux, c'est la très forte décrue des chiffres en matière de permis de construire déposés. Alors, on était sur un trend extrêmement favorable entre 2019 et 2021. On était autour de 300, voire même 350 000, la meilleure année de mémoire, hein, de permis de construire. Et il se trouve qu'on est très sensiblement descendu. On tourne maintenant autour de 200 000 permis de construire par an. Et à ce stade de l'année, pour les chiffres qui sont encore provisoires que nous a communiqué le MTE, fin septembre, on devait être à 135 000 permis de construire, enfin autorisations d'urbanisme qui ont été déposées. Donc de toute façon, il y a un effet, et ça il faut pas se mentir, il y a un effet structurel sur la recette, c'est que la base taxable de toute façon est en diminution. Et donc, fatalement, ça a un effet sur les sommes recouvrées et les montants qui sont versés aux collectivités à la fin. De surcroît, par rapport au régime antérieur, on constate que les surfaces moyennes qui sont taxées aujourd'hui sont environ un tiers à peu près plus basses que celles des années 2021-2020. Donc, autrement dit, non seulement on a moins de permis de construire, mais en plus, on est sur une décroissance assez forte de la surface taxable et donc forcément du montant unitaire de la taxe à la fin. Voilà, ça c'est pour le contexte général. Après, j'en viens maintenant au processus bureaucratique ou administratif, on l'appelait comme ça, qui est à notre charge et sur nos propres difficultés. Difficulté pour nous, une difficulté calendaire. On a souhaité, à l'époque, c'était en 2020, nous confier la mission très rapidement parce qu'il y avait des sujets de visibilité côté logement pour mettre fin à l'activité dans les services locaux au sein des DDTM de cette mission de taxation. Et donc, on a souhaité, à l'époque, dans les arbitrages interministériels qui ont été rendus, mais je ne vais pas vous décrire la mécanique bureaucratique de sa splendeur, les arbitrages rendus à l'époque ont fait qu'on nous a demandé de reprendre la mission, en gros, en 2 années, avec derrière, alors la nécessité de bâtir le nouveau processus rapidement, et la nécessité de bâtir un outil informatique aussi, prenant en compte le nouveau circuit que je vous ai décrit tout à l'heure. Très honnêtement, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. On peut même dire que c'était passablement difficile. Et donc, nous sommes arrivés fin 2022 avec la mission que nous récupérions, avec certes un système d'information qu'on avait réussi à monter, mais dans des conditions assez difficiles et avec un certain nombre de manques. Le manque principal, étant la gestion des grands projets. Pas de chance puisque c'est ce qui rapporte le plus, on pourrait y revenir tout à l'heure. Mais on est parti en gros sur la récupération de la mission sans avoir complètement bâti le système d'information autour de la mécanique des grands projets et notamment de la liquidation et de la compte. On a eu ces éléments informatiques seulement cette année, en 2025, et encore pas complètement fini. On est en train de finir enfin l'outil de liquidation puisqu'il est en développement cette semaine.
Donc tout ceci fait que sur les grands projets, on a pris un retard certain, voire un certain retard, ce qui obère forcément la ressource, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les grands projets sont quand même, pour beaucoup d'entre eux, l'essentiel de la ressource, compte tenu du fait que les autres taxes d'aménagement sont quand même sur des montants unitaires assez faibles. Donc on a cherché sur ces grands projets à pallier ces difficultés. On a fait avec le réseau cette année tout un tas d'actions pour que nos services prennent manuellement en charge ces grands projets, contactent les déposants de l'autorisation d'urbanisme, fassent de la liquidation manuelle. Donc on en a fait un certain nombre en ce début d'année. Néanmoins, là aussi, il y a un petit effet déceptif. En contactant les propriétaires, enfin les constructeurs et les déposants d'autorisation d'urbanisme, on a constaté premièrement qu'un certain nombre de projets s'étaient arrêtés, deuxièmement qu'un certain nombre de projets avaient pris beaucoup de retard, et troisièmement que d'autres projets avaient été purement et simplement annulés. Donc là aussi, il y a un effet de déperdition sur la recette qui est lié au contexte que j'ai mentionné tout à l'heure. Néanmoins, il faut bien le reconnaître, on est en retard sur ce sujet-là et donc il y a de la ressource qu'on vous devait et qu'on vous doit qui est encore dans les tuyaux. Deuxièmement, sur les petites entre guillemets taxes, donc celles qui ne sont pas soumises à la compte, on est sur un dispositif. Alors pardon, je suis pas complètement le PowerPoint parce que j'improvise un peu au fil de l'eau, mais on m'en excusera. Le deuxième point, c'est effectivement les petites autorisations d'urbanisme sur les petits, donc des montants beaucoup moins significatifs. Donc là aussi, on a pris un retard qui est dû à deux motifs principaux. Premièrement, notre propre responsabilité sur le développement d'outils informatiques, avec un certain nombre de bugs et difficultés qui nous a conduit à retarder la taxation pour un certain nombre d'éléments, et donc à stocker les autorisations d'urbanisme qu'on va solder bientôt. Ça, c'est une nouvelle plus positive que je réserve pour la fin. Et deuxièmement, une difficulté qui est que de nombreuses autorisations d'urbanisme dans notre système d'information n'ont pas été complétées par les propriétaires, en ce sens qu'ils n'ont pas indiqué de fin de travaux, ni n'ont fait de déclaration comme quoi les travaux étaient terminés. Donc ceux-là, ils étaient assez nombreux, on les avait recensés ce printemps, ils étaient environ 180 000 à la grosse. Là aussi, on a demandé à nos services de faire de la relance téléphonique sur de très nombreux dossiers. On en a récupéré un certain nombre, on a constaté que sur un certain nombre d'éléments, soit les travaux avaient été abandonnés, soit ils n'étaient pas achevés, mais on en a mis un certain nombre dans le système. Troisième point, notre parcours déclaratif n'était très franchement pas au point. Il était d'une clarté obscure, voire d'une obscure clarté, contribuant beaucoup à perdre des redevables qui, pour beaucoup d'entre eux quand même, ne font pas des constructions tous les jours et pour lesquels le parcours déclaratif n'est quand même pas d'une simplicité totalement native. D'autant plus que la taxe d'urbanisme est quand même un impôt assez compliqué, on pourra peut-être y revenir, avec pas mal de règles, exonérations, de surface, de nature de construction, de zonage aussi. Donc tout ceci contribue effectivement à faire que c'est une taxe, comme vous l'avez mentionné, qui peut s'adapter au terrain, mais qui en termes de complexité de calcul pour un usager comme vous et moi, n'est pas forcément complètement embarqué nativement. Et donc, on a perdu un certain nombre d'usagers en route. Donc, on a refait le parcours déclaratif qu'on a déployé en février dernier. Donc là, les effets se sont fait sentir et donc on a quand même une sensible amélioration du taux de déclaration depuis ce nouveau parcours déclaratif qui reste quand même complexe parce que les règles de la taxation elles-mêmes sont assez complexes. Je vais vous donner un exemple, tout bête. C'est les règles concernant les surfaces. Entre la surface Carrez, la surface taxe foncière et la surface taxe d'urbanisme, c'est pas la même chose. Donc vous avez trois natures de surfaces différentes qui bien évidemment déterminent derrière le montant de la taxe. Donc il est extrêmement difficile pour un propriétaire de s'y retrouver entre ces différentes surfaces. Donc pas mal de contacts téléphoniques pour nos services. Quelles sont les perspectives? Donc il y a en gros trois grands blocs. Il y a un premier bloc qui est le stock restant sur la taxe d'urbanisme gérée par le ministère de la Transition écologique et le logement. J'ai presque fini, vous inquiétez pas, je suis dans les délais. Non, parce que je vois les questions qui pop. Donc, c'est pas grave. Non, c'est pas continue. Donc, il reste un stock estimé par le MTE environ 35 000, 34 000 autorisations d'urbanisme à traiter pour un montant assez conséquent qui tutoie de mémoire les 400 millions d'euros à peu près.
Donc le MTE s'est engagé à traiter le plus rapidement possible. Alors, comme vous l'aurez probablement vu sur votre territoire, ils ont démantelé leurs services locaux. Les DDTM n'ont plus de compétences pour faire cette mission. Ils ont décidé de créer un centre dédié dans les Hauts-de-Seine pour traiter justement ce reliquat de 34 000 autorisations d'urbanisme. Et donc, ils essaient de faire leurs meilleurs efforts pour liquider rapidement ce solde d'environ 400 millions d'euros, étant entendu qu'on est sur l'ancien système et que donc sur ces 400 millions, il y aura aussi des annulations et des demandes de remboursement. De notre côté, on a enfin réussi à écluser le stock qu'on avait gardé antérieurement, c'est-à-dire l'année dernière et en ce début d'année, pour environ plus de 100 000 titres, correspondant à 119 millions, c'est ça, Marina, à 119 millions de taxes d'aménagement qu'on va liquider d'ici la fin de l'année. Donc, il y a normalement 119 millions d'euros de taxes d'aménagement qui vont entrer dans les tuyaux côté des GFIP d'ici la fin de cette année. Alors, je ne peux pas vous promettre que la recette arrivera entièrement cette année, puisque entre le moment où on émet le titre et puis le moment où il est payé, le redevable de la taxe a un certain délai. Mais en tout cas, on va tout faire pour que le rythme d'émission soit accéléré. Ça, c'est sur le stock existant. Par ailleurs, sur le tout venant, si je veux dire, c'est sur le flux. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'amélioration du parcours déclaratif fait que on est aujourd'hui dans une situation un peu plus favorable et donc on peut espérer d'ici la fin de l'année liquider environ 20 000 titres par mois. On a commencé ce mois de septembre, on va poursuivre en octobre. D'ici la fin de l'année, pour un montant que je ne sais pas exactement vous déterminer. Il sera pas énorme non plus parce que, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on est sur des petites constructions. C'est des constructions, en gros, qui ont fait l'objet d'autorisation d'urbanisme en 2023, avec un temps de construction assez court. Et donc, c'est du petit. Qui dit du petit, de la petite construction, dit pas mal d'exonérations et pas mal de taxes de faible niveau. L'un dans l'autre, si on regarde les chiffres globaux, et après je m'arrêterai là, pour terminer pardon, sur les perspectives d'amélioration quand même, de l'outil. Si on en reste là, si on fait la somme de tout ce qu'on a en stock, plus ce qui était déjà collecté et versé, on peut escompter une recette totale sur l'année 2025 d'environ un peu plus d'1 milliard. Sachant que l'année dernière, on était sur 1,5 milliard. Donc déjà une forte baisse. Ce milliard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vous garantis pas qu'il arrive dans les coffres des collectivités entièrement cette année, puisqu'il y a les délais de paiement qui sont accordés aux redevables. Mais en tout état de cause, on peut escompter qu'entre janvier et février de l'année prochaine, on aura soldé le passé. On a par ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, un certain nombre de grands projets, donc 250 qui vont être mis dans les tuyaux en liquidation. Je sais plus pour combien de montants, pour 35 millions. C'est pas énorme non plus. Et donc, on va les mettre eux aussi en liquidation, tout ceci contribuant ou à un peu plus d'1 milliard que j'ai mentionné tout à l'heure. Dernier point, donc on a bien conscience des difficultés des collectivités. Vous le savez, la direction générale des finances publiques est pleinement en prise avec les collectivités locales. Il y a des conseillers décideurs locaux. On fait nos meilleurs efforts pour vous donner du maximum d'informations. Un exercice de transparence auquel on se livre aujourd'hui. Je ne vous cache pas qu'on a deux ou trois points de faiblesse. Premièrement, la capacité à prévoir une recette. Ça, on sait que c'est un gros sujet pour vous, parce que pour un certain nombre de collectivités, vous avez fait fond sur le passé, donc il y a un certain nombre de prévisions de recettes qui ont été calées sur les recettes qui étaient encaissées les années précédentes, faute de mieux. Néanmoins, comme je l'ai indiqué, la décrue du marché immobilier va forcément avoir un impact. Et puis, par ailleurs, à ce stade, on n'est pas capable de vous proposer un modèle de prévision assez suffisamment fiable pour vous dire que vous allez toucher telle ou telle somme, puisqu'on ne connaît par nature pas le montant exact de la taxe versée avant qu'on ait eu la déclaration du propriétaire, ce qui est effectivement un point de faiblesse. Dans l'ancien système, je le reconnais volontiers, vous déposiez l'autorisation d'urbanisme, et là, pour le coup, vous calculiez la taxe via le MTE, c'était assez facile, entre guillemets, et vous pouviez avoir le montant donc assez rapidement. Là, on est dans un système où effectivement le propriétaire doit nous déclarer le montant à la fin. Donc, la capacité de la DGFiP à prévoir exactement le montant de la recette
est assez complexe. On s'est engagé de notre côté, puisqu'on a un service statistique, à essayer de construire un modèle, entre guillemets, hein, parce qu'il ne faut pas être trop prétentieux non plus, pour essayer de donner de la visibilité globale. Néanmoins, il sera forcément imparfait et avec un certain nombre de limites. Le deuxième point de fuite, c'est qu'on continue quand même à avoir des usagers qui sont en deçà de la main, c'est-à-dire qui ont du mal à comprendre le parcours, qui déclarent tardivement et qu'il faut relancer. Donc on va refaire une relance supplémentaire pour ceux il en reste 80 000 qui nous ont pas donné de nouvelles, qu'on va relancer au mois d'octobre, fin octobre, par un nouveau mass mail, et après on passera à ce qu'on appelle chez nous joliment l'évaluation d'office, c'est-à-dire une procédure un peu plus coercitive, qui consistera à proposer aux propriétaires une taxation directement au vu des informations qui nous sont connues. Enfin, il faut bien le dire aussi, nos services qui font leurs meilleurs efforts ont un niveau d'information sur les autorisations d'urbanisme qui est insuffisant. On est connecté, pour les plus techniciens d'entre vous, au flux Citadel, qui emporte un certain nombre d'informations, mais ces informations sont parcellaires, ne permettent pas complètement de traiter au mieux les dossiers. Donc l'objectif que l'on a en termes informatiques, c'est de se connecter à plateaux qui permettent d'avoir un beaucoup plus grand niveau de détail sur l'autorisation d'urbanisme, et donc à nos services d'être plus proactifs en direction des propriétaires. J'espère que la connexion sera efficiente, enfin sera opérationnelle en début d'année prochaine. On va par ailleurs passer encore de nouvelles évolutions informatiques début d'année prochaine pour essayer d'améliorer encore le parcours déclaratif. J'entends bien la demande, puisqu'elle a été formulée très explicitement, de repasser un dispositif d'acompte sur la base de l'autorisation d'urbanisme. Je tire votre attention sur deux éléments sur ce point. D'une part, je ne suis absolument pas sûr que nous soyons en capacité de faire si on changeait complètement de fusil d'épaule. C'est l'inconvénient des projets informatiques, une fois qu'ils sont encapsulés, qu'ils sont partis sur un processus, les faire prendre une route de traverse peut s'avérer tout aussi compliqué, voire plus, que le dispositif en vigueur. Et donc nous, très clairement, ce que l'on défend, on entend tout à fait vos difficultés, et ce qu'on défend, c'est plutôt de travailler intensément à l'amélioration du processus actuel. On a lancé en interne un groupe de travail avec nos directions départementales sur plusieurs thématiques, à la fois des thématiques d'information des collectivités pour donner un peu plus de visibilité, des problématiques de simplification des processus et des procédures, des dispositifs de liaison avec les collectivités pour mieux récupérer l'achèvement des travaux, des réflexions sur les plus législatives sur la simplification de la taxe, alors là qui peuvent poser des problèmes en termes de ressources. Parce que ça a forcément un impact, hein, quand on touche à la loi, ça a forcément un impact sur la ressource finale. Et ce qu'on proposait d'ailleurs, mais on en reparlera avec l'AMF, c'est que des représentants de l'AMF et des élus même, je pense que ce serait souhaitable, puissent se joindre à un certain nombre de ces sous-groupes de travail qui vont se réunir au mois de novembre. On vous communiquera les diverses thématiques, mais ça nous semblerait de bonne politique et de bonne transparence que vous puissiez vous joindre à cette réflexion qui a été engagée. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire, sous complément, bien évidemment, de Marina, des éléments que j'aurais pu oublier. Puis l'objectif, c'est aussi que vous nous posiez des questions. Dernier point, on a bien conscience, ça a été mentionné, des difficultés des CAUE. C'est l'inconvénient d'avoir, une taxe affectée qui repose sur le dynamisme d'une base taxable qui, du fait des contextes économiques, peut être amené à varier fortement. Sachez que le sujet est pleinement pris à bras-le-corps, puisque on en a parlé avec Matignon. Alors c'était avant la nouvelle situation qui est la même que la précédente, enfin à peu de choses près. Donc on va continuer à travailler sur ce sujet. On a bien noté les difficultés des CAUE. Le sujet, c'est que 80% de la ressource est une ressource TAM, et que donc de toute façon il y a un sujet structurel qui se pose naturellement sur la pérennité de cette ressource qui est, comme je l'ai indiqué, en baisse sensible à raison non seulement de nos difficultés, mais aussi du contexte économique. Donc je pense qu'il faut qu'on s'interroge aussi sur les modalités de financement des CAE. Voilà ce que j'avais à dire, mais si Marina et Cédric veulent me compléter ou me corriger si j'ai dit des bêtises, ils peuvent le faire.
Non, pas du tout, mais peut-être en transition à une première salle de questions au vu de ce qui a déroulé, notamment sur le principe déclaratif. J'ai vu des questions de qu'est-ce que c'est cette déclaration par rapport à la DACT, etc. Donc peut-être pour reprendre les principes de ce qui a changé par rapport à l'ancien système. En ancien système, donc c'était le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme qui permettait d'asseoir les taxes sur la base donc d'un prévisionnel de ce projet. Les délais à 12 et 24 mois de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. On s'est aligné, et c'était le principe même de la réforme et un des effets recherchés, vraiment s'appuyer sur une synergie qui pouvait exister avec les sujets d'évaluation foncière. En évaluation foncière, je le rappelle, il y a une obligation déclarative qui est dans le Code général des impôts, l'article 1406, qui dit qu'en cas de construction neuve ou de modification importante d'une construction, le propriétaire se doit de déclarer dans les 90 jours de l'achèvement la nouvelle description de son bien ou la description de son bien qui permettra d'en déterminer la valeur locative, qui est ensuite la base utilisée pour tous les impôts directs locaux. Donc, on s'est aligné, c'est le principe même du transfert de la liquidation. On a aligné la date d'exigibilité non plus sur la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, mais sur cette date d'achèvement au sens fiscal. Et je reviendrai sur la différence avec l'achèvement au sens urbanistique. Donc, c'est bien un alignement sur cette règle d'une déclaration attendue en matière de taxe d'urbanisme dans les 90 jours de l'achèvement des travaux. Donc, on est sur une nouvelle déclaration qui n'existait pas en ancien système, puisqu'en ancien système, on taxait sur la base des éléments constitutifs de l'autorisation d'urbanisme. Là, on est sur une obligation déclarative concomitante à l'obligation déclarative foncière qui existait déjà, qui fait d'ailleurs que l'on déroule un parcours déclaratif unique au moment de l'achèvement, mais qui est ramené au temps de l'achèvement des travaux. Alors, élément positif, quand on en est à l'achèvement des travaux, on a la certitude de ce qui est sorti de terre. Donc, très concrètement, on n'a plus ce sujet de décalage de taxation sur le prévisionnel et de décalage avec ce qui est réellement fait et des annulations que l'on évoquait. Mais on dépend bien évidemment de du respect de cette obligation déclarative et avant tout de la connaissance de cette obligation déclarative. Oui, Le point est important sur la liaison de taxe d'urbanisme et taxe foncière. Souvent, il nous est fait le reproche, pas toujours fondé, mais parfois pas complètement inexact, que nos bases de taxe foncière elles-mêmes ont un peu des trous et qu'on est en retard sur un certain nombre d'éléments fonciers, sur une recette qui revient naturellement aux collectivités. Alors, vous avez vu pour un certain nombre d'entre vous qu'on a fait pas mal d'efforts sur le foncier innovant, les piscines et autres. Il n'en demeure pas moins que sur des éléments fonciers, on a aussi un nettoyage des bases et un travail d'amélioration à faire sur un certain nombre d'éléments. Et donc, le fait de lier en fait le parcours déclaratif TF au parcours déclaratif taxe d'urbanisme est aussi un élément qui nous permet, et ça c'est un des apports de la réforme, d'avoir une meilleure qualité de taxation sur la taxe foncière derrière, puisque les deux parcours sont liés, et donc on peut récupérer en même temps les deux éléments qui nous permettent de taxer mieux. Voilà. Donc ça, c'est un élément aussi d'amélioration quand même du dispositif qui permet de fiabiliser mieux les bases foncières des collectivités. C'est un élément d'amélioration. Bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, c'est pas complètement le système ne porte pas l'ensemble des fruits qu'on en attendait, mais il y a quand même eu un certain nombre d'améliorations. Notamment, on a récupéré pas mal de déclarations foncières qu'on n'avait pas eu avant, parce que en relançant les propriétaires sur les taxes d'urbanisme, on a aussi conduit nos services ou l'usager à se rendre compte qu'il y avait de la base taxable qui n'était pas taxée correctement. Oui. Alors, on a beaucoup de questions et d'interventions des élus. Déjà, il y en a qui disent, mais bon, si on ne déclare pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, si on ne déclare pas, c'est le dispositif que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, comment ça se passe? Une fois qu'on a identifié une autorisation d'urbanisme dans notre système, au bout de 6 mois, je crois, automatiquement, on fait une première relance par courriel. Et ensuite, on passe à un courrier papier estampillé DGFiP, un mois après de mémoire. Donc, normalement, les courriers papier DGFiP, ça fait toujours un peu peur à ceux qui les reçoivent, donc ça doit être un élément incitatif.
Et si au-delà du mois suivant, on n'a toujours aucune nouvelle du propriétaire, on le passe en évaluation d'office. Donc c'est une procédure où en gros nos services font le calcul de la taxe sur la base des éléments dont on a connaissance de l'autorisation d'urbanisme, adresse le courrier, enfin une mise en demeure au redevable en lui demandant soit de payer la taxe, soit de nous expliquer pourquoi il peut pas la payer. Et si, au terme de la mise en demeure, il n'y a aucune contestation et aucune nouvelle du propriétaire, on passe à la taxation de l'office en elle-même, c'est-à-dire qu'on émet un titre à l'encontre du redevable. C'est un système un peu différent de la taxe foncière, ce que je regrette, puisque sur la taxe foncière, on est sur une procédure plus rapide, on passe directement à la phase, j'envoie la demande d'argent et je vois ce qui se passe. Et on a comme ambition d'ailleurs, et j'espère que ça se figurera au prochain PLF, puisqu'on a cette ambition de le faire porter par amendement, d'aligner les deux procédures pour nous permettre au moins d'avoir une procédure d'abord unique, ce qui est quand même plus simple, et d'autre part d'avoir une action plus rapide sur le redevable, parce que vous l'aurez compris, si on fait d'abord la mise en demeure puis qu'on réécrit encore, ça allonge d'autant les procédures. On aimerait être sur une procédure un peu plus rapide. Donc voilà ce qui se passe si la personne ne nous donne aucun signe de vie. Oui, alors Pierre Chapuis, qui est maire de Puetz, nous dit il est utopique d'attendre les déclarations de fin de travaux qui n'arrivent jamais. Malgré les relances, le pétitionnaire nous informe que les travaux ne sont pas terminés. J'ai des exemples qui durent depuis plus de 10 ans. Donc, le plus simple est de taxer la délivrance du permis de construire et le solde un an après. Vous voyez, hein. Si c'est des autorisations de mise de plus de 10 ans, là pour le coup, elles sont sous le siège du MTE. Non, je dis ça. Ouais. Et je pense, en fait, pour revenir sur la notion de date d'achèvement des travaux et de date d'achèvement, d'un point de vue purement urbanistique, est attendue à la fin des travaux une DAACT, déclaration d'achèvement et de conformité, qui vient structurer et qui vient de la part du pétitionnaire, du propriétaire, indiquer que les travaux sont terminés et l'ont été conformément à l'autorisation d'urbanisme. Là, on est sur une notion d'achèvement qui est une notion urbanistique qui, par exemple, pour illustrer, inclut le fait d'avoir réalisé la pose de la clôture, ainsi de suite. Ça n'est pas la même notion que la notion fiscale. Et l'achèvement fiscal est souvent bien avant l'achèvement urbanistique en tant que tel, puisque d'un point de vue fiscal, à partir du moment où les locaux sont habitables ou exploitables, on a cet achèvement. Et donc là, on s'est aligné sur l'achèvement fiscal, comme je le disais, pour pouvoir faire converger les démarches déclaratives tant en matière foncière qu'en matière de taxe d'urbanisme. Et c'est lors de l'atteinte de cet achèvement fiscal que cette démarche fiscale, encore une fois, doit être réalisée. Ce qui, à ce stade, ne dédouane pas l'usager de faire sa démarche urbanistique et le dépôt de sa DAACT dans un second temps, mais ce n'est pas la DAACT qui permet la taxation au titre des taxes d'urbanisme et tout particulièrement de la taxe d'aménagement. C'est vraiment la déclaration fiscale adressée à l'administration fiscale via l'espace personnel sur impôt.gouv qui permet, qui va être l'assiette de cette taxation en tant que telle. Peut-être parce que j'ai vu des questions sur ce sujet-là aussi. Comment se passe la sollicitation de l'usager et comment se passe l'information et la sollicitation de l'usager? Le début de l'histoire, c'est vraiment la connaissance d'une autorisation d'urbanisme du côté de la DGFiP. Parce qu'on le voit bien, les obligations déclaratives foncières historiques que j'évoque et nouvelles en matière de taxes d'urbanisme ne sont pas des démarches déclaratives maîtrisées par les usagers. De bonne foi, les usagers ne respectent pas ces obligations déclaratives parce qu'on n'est pas dans une logique de la récurrence de la déclaration de revenus, par exemple, ainsi de suite. Les usagers font pas construire des pavillons chaque année, et donc ces obligations déclaratives, elles sont méconnues. Donc tout l'enjeu pour l'administration fiscale, c'est d'avoir connaissance de ces autorisations d'urbanisme et de pouvoir accompagner au mieux l'usager, l'informer et lui rappeler ses obligations déclaratives au fil du temps. Pour ça, on a besoin de récupérer les autorisations d'urbanisme. Donc ce sont les fameux flux citadelles qu'Olivier évoquait tout à l'heure, qui nous permettent mensuellement de récupérer toutes les autorisations d'urbanisme ayant été délivrées sur l'ensemble du territoire. Ces flux citadelles, qui sont gérés par le ministère de l'écologie, sont des flux essentiellement à visée statistique à la base. Mais pour autant, alors, pour les aspects fonciers, ça fait des années qu'on les récupère du côté de la DGFiP pour aller récupérer des valeurs locatives foncières. Aujourd'hui, une autorisation d'urbanisme que l'on ne connaît pas, c'est double peine. C'est ni évaluation foncière, ni taxe d'urbanisme.
Donc, la complétude de ces flux citadelles est d'autant plus importante et d'autant plus cruciale. Et le caractère d'application statistique à la base de citadelles fait que parfois on constate des manques, des autorisations d'urbanisme qui ne sont pas transmises dans ces flux citadelles. Je vais vous prendre un exemple. Pour certaines collectivités, on constate qu'on récupère bien les permis de construire, mais pas les déclarations préalables. On a 0 déclaration préalable. Pourquoi? Parce que sans doute les travaux ont été priorisés et il a été choisi de transmettre les plus grosses opérations, donc les permis de construire et pas les déclarations préalables. Du côté de la DGFiP, c'est vraiment ce flux citadelle qui nous permet d'allumer l'étincelle de surveillance et de suivi qui ensuite fait que l'on va informer l'usager d'une part et ensuite lui courir après, entre guillemets, jusqu'au fait d'obtenir la déclaration et in fine, éventuellement, d'aller jusqu'à l'évaluation d'office. Lorsque l'on donc à point d'attention fort, on l'a remis sur la dernière diapositive, mais sensibilisation qui reste très importante de la qualité des informations transmises à Citadel en tant que telle. Alors, la mise en place de plateaux fait que les informations qui partent à plateau alimentent directement Citadel et nous, de toute façon, on va essayer de récupérer les informations dès le début de l'année prochaine directement dans plateau, mais aujourd'hui, plateau ne couvre pas l'intégralité des communes. Donc, c'est pas pour autant, même si on se connecte à plateau, ça ne veut pas dire que l'on se passera totalement de Citadel. Donc, j'en profite vraiment pour repasser ce message d'attention sur la qualité intrinsèque des éléments transmis par Citadel et leur exhaustivité. Une fois qu'on récupère une autorisation d'urbanisme, qu'est-ce qui se passe? Dans la nuit qui suit, on envoie une première notification à l'usager, pétitionnaire. Alors, par courriel, si on connaît son adresse mail, ou par courrier à défaut, en lui indiquant, voilà, qu'est-ce que l'on attend de lui, en lui explicitant ses obligations fiscales et en l'invitant à venir nous indiquer via le service Gérer mes biens immobiliers dans son espace personnel, que ce soit un particulier ou un professionnel, nous indiquer sa date d'achèvement prévisionnelle, nous confirmer ce que sont les travaux et nous donner sa date d'achèvement prévisionnelle. Cette date d'achèvement prévisionnelle, elle va nous permettre, une fois qu'elle est atteinte, de solliciter une nouvelle fois l'usager pour lui dire attention, pense à venir respecter tes obligations déclaratives. Normalement, tes travaux sont achevés. Si tel n'est pas encore le cas, l'usager peut venir nous donner une date d'achèvement prévisionnelle décalée dans le temps, si les travaux ont pris du retard, jusqu'à ce que les travaux soient effectivement achevés. Et là, il déroule sa procédure déclarative et toujours dans le même espace personnel sur impôt.gouv, dans le même service Gérer mes biens immobiliers. C'est cette mécanique-là. Et ça n'est qu'à la récupération de la déclaration foncière et de taxes d'urbanisme que cette surveillance est déclarée pour déterminer la valeur locative que vous allez récupérer via les listes 41 et soumises aux commissions communales et qui vont ensuite alimenter la taxation foncière suivante. Et pour la partie taxe d'urbanisme, avec ces éléments-là, on va préparer les titres de perception qui vont être adressés aux usagers. Si l'usager ne vient pas déclarer à la date d'achèvement prévisionnel, on lui fait une première notification, une relance qui, elle, est forcément par courrier en format papier, et ensuite on passe dans l'évaluation d'office que décrivait Olivier tout à l'heure. Donc vraiment, l'essentiel de l'histoire pour assurer une complétude, c'est d'avoir l'intégralité des autorisations d'urbanisme pour assurer ce suivi jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'à la fin de la chaîne. La bonne nouvelle, c'est que les autorisations d'urbanisme, modulo ce point sur lequel on attire effectivement votre attention, il faut qu'elles soient dans Citadel. On les récupère bien, donc on les a bien dans nos systèmes d'information. On a un système donc de surveillance-relance, c'est le joli nom qu'il porte, et donc on identifie les usagers qui nous doivent une déclaration et on les relance régulièrement. Et quand on n'arrive pas à les relancer en tout cas, quand on n'a aucune nouvelle par papier ou par courrier, soit on passe à l'évaluation d'office, soit on les appelle directement. On a fait une grosse campagne d'appels et de mailing à la fin du mois de juin de cette année. On va en refaire une, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, au mois d'octobre, fin octobre. Donc les usagers, on les a identifiés. Donc le sujet, c'est pas tellement d'identifier l'usager, de dire qu'il y a des trous dans la raquette. À partir du moment où c'est dans Citadel, il y en a pas. Par contre, effectivement, là, notre sujet, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est d'arriver à faire comprendre à l'usager qu'il a une obligation qui passe par un parcours déclaratif dématérialisé. On n'a pas tout à fait la même problématique pour les grands projets, puisque là, on est quand même sur des
les acteurs qui sont quand même relativement aguerris à la réglementation, donc qui savent qu'ils ont quand même une taxation. Donc, pour le coup, ce qui nous manque là, c'est notre chaîne informatique que j'ai mentionnée tout à l'heure. On a eu tardivement la liquidation, il n'y en a pas encore le pontage automatique pour le paiement. Mais pour ce type de public, en tout état de cause, il est plus facilement identifiable et en général, quand même, il se dérobe pas à ses obligations fiscales. Et pour le coup, s'il s'y dérobe, on sait où aller les chercher. Alors, pardon. Allez-y, Madame Fache, allez-y, et après on va prendre quelques questions d'internautes. En fait, s'agissant de l'information des usagers, hein, parce qu'on le voit bien, c'est quand même une étape vraiment cruciale. Alors, on essaye de faire feu de tout bois, hein, en résumé. Tout d'abord, sur des actions de communication un peu larges pour mettre dans le paysage, je dirais, cette obligation déclarative fiscale qui est méconnue. Donc, on a aménagé les formulaires de demande d'autorisation d'urbanisme, hein. Donc là, on est vraiment au début de l'histoire pour mentionner cette obligation, enfin, cet interlocuteur que devient la DGFiP dans ce cadre-là, cette obligation fiscale, la façon dont elle va se dérouler. On évoque les sollicitations que le pétitionnaire va avoir par l'administration fiscale et les invitations à venir se connecter à son espace personnel sur impôt.gouv, et les notifications qu'il recevra. On met en place des flyers informatifs. Alors, on est en train d'en faire une série, on va dire, pour toucher au plus près l'usager. Mais là, on est sur de l'information générale, hein. Et bien évidemment, ces supports, on vous les mettra à disposition. On a des échanges avec le CNFPT pour travailler sur l'information, formation. Et on est en train d'essayer de mettre en place un webinaire dans ce cadre-là pour le tout début de l'année, pour passer sur aussi pour utiliser ces relais-là. Parce qu'on le voit bien, il faut qu'on arrive à toucher les usagers. Et pour toucher les usagers, si les services effectivement des collectivités locales, si les services de l'urbanisme, ainsi de suite, peuvent dès le départ, je dirais, et à chaque sollicitation, mettre en exergue cette liaison avec l'administration fiscale, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Ensuite, on multiplie les informations sur les usagers concernés par une autorisation d'urbanisme, hein, comme on le disait. Donc là, c'est sur la base des autorisations d'urbanisme que de multiples sollicitations et notifications, comme on le disait. On est en train de travailler à conforter, étayer encore cette communication directe. On réfléchit au fait de mettre une information dans la déclaration de revenus pour les usagers concernés, bien sûr, pour rappeler cette obligation déclarative parce que les usagers ont une autorisation d'urbanisme en cours, ainsi de suite. Donc, on essaie vraiment d'être le plus large spectre possible en termes d'information générale. Mais il est clair que encore une fois, cette obligation déclarative, elle est nouvelle et en plus, elle est sur un caractère, il n'y a aucune régularité, c'est vraiment un caractère exceptionnel. Donc, il y a un gros enjeu de diffusion du message sur cet aspect-là. Deuxième point, parce que j'ai vu passer tout à l'heure sur le sujet du calcul de simulation de taxes d'urbanisme, le calcul des montants simulés dès l'autorisation d'urbanisme. On a mis en place en juin dernier un simulateur. Il existait auparavant un simulateur ministère de l'écologie, hein, schématiquement. On a réinternalisé ce simulateur dans impôt.gouv. Il est disponible depuis juin dernier. Il permet vraiment la simulation de toutes les situations de calcul, des habitations, des locaux professionnels. Il calcule à la fois la taxe d'aménagement et la taxe d'archéologie préventive. Et il est en espace public, donc il peut tout à fait être utilisé aussi par des collectivités, et on a déjà ces retours-là, qui souhaiteraient simuler sur une autorisation d'urbanisme pour laquelle ils sont en cours de délivrance ou autre, quel est le montant de taxe d'aménagement qui en découlera, même si on est sur une séquence qui sera un peu plus tardive, bien sûr. Donc, ces points-là sont vraiment des points essentiels, et dans ce cadre-là, les liaisons avec les collectivités, donc par l'intermédiaire des conseillers ou décideurs locaux en département, bien sûr, mais au-delà, cette boucle d'information, elle est très importante. Elle peut être importante aussi au moment où on est à l'évaluation d'office. Et dans ce cadre-là, y compris dans les relances individualisées qui ont été opérées de manière très nombreuse par nos services depuis le mois d'avril dernier, quand on n'arrive pas à toucher l'usager qui ne nous répond pas,
certains de nos services se sont retournés vers les collectivités pour disposer du caractère certain de l'achèvement ou pas et pour savoir s'il était pertinent d'enclencher une procédure d'évaluation d'office ou si effectivement on était, malgré la négligence, on va dire, du propriétaire à nous répondre, si on était toujours sur des projets qui étaient en cours. Dans ce cas-là, on attend l'achèvement en tant que tel. Et ces sollicitations, ce partage d'informations a été très précieux pour affiner, on va dire, soit pour faire rentrer des déclarations, bien sûr, soit pour affiner le périmètre des opérations d'évaluation d'office qui vont ensuite être déclenchées. Oui, alors il y a un internaute qui demande pourquoi l'AMF a accepté ce système. Non, nous, on était opposés, hein, on l'a dit. Hein, on avait les craintes d'ailleurs qui se sont vérifiées. Alors, on a énormément d'interventions. Voilà, alors, quand une administration connectée aux réalités, il y a des choses qui sont un peu moins évidentes pour vous, bien sûr. Il y a eu de Bercy contre connecté aux réalités, vous savez, pour ça. En attendant, Antoine, que tu Oui, lises en attendant que tu lises toutes les questions, on a vu sur ça va, le globalement. ça Oui. a des faits. Moi je me rends bien compte de l'amélioration du système que vous mettez en place et qu'on apprend à marcher, même si nous, ça nous allait bien comment on marchait avant, mais je comprends bien le système, la volonté d'aujourd'hui. Sur cette fin d'année, enfin, en temps très court, parce qu'il y a le temps long qu'on améliore et il y a le temps très court. Aujourd'hui, que ce soit nos décideurs locaux dans pas mal de départements rattachés à nos collectivités ou des FIP, nous n'avons aucune information. Et quand on demande de faire un point collectif par collectivité sur ce qui est possible de faire, nous n'avons pas de retour. Moi, voilà, c'est le cas de ma commune dans l'Allier. Et donc aujourd'hui, j'ai pas d'éléments. Alors on comprend bien qu'il y a une phase d'accélération, mais qu'on ne sait pas combien on va toucher cette fin d'année et ce qui peut être prévisionné pour janvier-février. Moi, je crois qu'il y a un vrai sujet aussi de codécision entre vos Ouais. services et nos différents services de mairie pour au moins calmer les gens, voir ce qui peut être prévisionné, parce que là, on se pose vraiment des questions et qu'on puisse aller sur nos fins de budget. Mais là, on n'a vraiment aucun retour. Donc, D'accord. Alors, c'est c'est quand même pas. important à dire dans le dialogue. Voilà. L'internaute souligne un manque d'écoute des services locaux, donc c'est vraiment pas mal. Hein. D'accord. Écoutez, bien pris. Donc, on va refaire comment dire, un message assez ferme à nos directions pour Abonner leur les dire, films, ouais. voilà. Un certain nombre d'entre elles, quand même, ont pris pas mal la tâche des collectivités. Par ailleurs, mes collaborateurs ont fait pas mal de tournées aussi dans le réseau pour sensibiliser. Je comprends qu'il y a encore aujourd'hui un manque de visibilité et d'échange, et donc on va essayer de faire en sorte que cela s'améliore dans les prochaines semaines. C'était aussi un peu l'objectif du groupe de travail dont j'ai parlé tout à l'heure, savoir comment délivrer l'information, quelle information, etc. Donc, on va essayer de faire accélérer le dispositif. Je blaguais tout à l'heure en réaction tiens, à quand Bercy branché sur les réalités. Il faut quand même se rappeler que on est sur un dispositif où on est de toute façon tributaire d'une action de l'usager. Alors avant, on était tributaire sur son autorisation d'urbanisme et sur son dépôt, sur une instruction quand même papier et manuel qui n'était pas complètement évidente, qui prenait un temps très long. On est quand même sur un processus déclaratif où l'administration fiscale sait encore aujourd'hui faire de la gestion de processus déclaratif. Alors certes, comme l'a mentionné Marina tout à l'heure, c'est pas l'impôt sur le revenu qui revient annuellement et donc c'est un peu plus compliqué. Mais d'une part, on est quand même sur un processus fiscal assez normé qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de la taxe foncière, donc il n'est pas complètement nouveau. Deuxièmement, on a quand même des services locaux qui sont les services départementaux des impôts fonciers qui ont une compétence en la matière et sont en mesure de répondre aux questions des usagers et le cas échéant de les accompagner dans leur démarche déclarative. Donc on a quand même un réseau de proximité qui est sensiblement plus charpenté que celui qui existait avant dans le cadre du MTE où on avait les DDTM qui en gros coulaient sous les dossiers papier et instruisaient au fil de l'eau. De mémoire, hein, mais sur d'anciennes fonctions, j'ai souvenir quand même d'une année un peu difficile en termes de collecte de la data parce que le système informatique du MTE s'était un peu cassé la figure et où pendant plusieurs mois, il n'y avait pas eu de recette du tout pour cause d'interruption du dispositif informatique, donc qui portait le beau nom d'ADS, si je me souviens bien.
Donc, en tout état de cause, j'ai bien conscience et on a bien conscience des faiblesses du dispositif. Probablement, on va pas se mentir que on a demandé à la DGFiP de reprendre trop vite et trop tôt cette mission. Très honnêtement, on nous aura donné un délai supplémentaire. Je pense que nous n'aurons pas refusé. On aura même applaudi des deux mains. Bon, après, les décisions sont ce qu'elles sont. Et donc, nous nous efforçons de les appliquer au mieux et de nos contraintes. Voilà. Mais il nous semble quand même que, à coup d'amélioration, certes, avec un effet d'inconfort dont j'ai bien conscience qu'il est franchement peu satisfaisant pour vous et pour nous aussi, hein, soit dit en passant, parce que nos services également protestent et sont inquiets. Donc c'est tout à fait normal. Donc très honnêtement, on fait vraiment le maximum pour améliorer le processus et faire en sorte que le concept qu'on avait au départ, c'est-à-dire faire à la fin et au moment de l'achèvement de travaux pour avoir une somme certaine, puisse fonctionner dans la durée. Ça nous paraît plus rationnel, ça ne vous surprendra pas de Bercy, et plus efficient aussi à terme, y compris pour les collectivités, même si j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, vous n'en voyez que les inconvénients et aucun désavantage. Oui, donc c'est bien, il faut que vous relanciez vos directions départementales pour qu'elles soient plus en lien avec les maires. Et puis, il y a beaucoup de demandes également de visibilité, hein. Les gens ne savent pas ce qu'ils vont toucher, quand, comment, ils sont dans le brouillard. Voilà, donc visiblement, il y a un besoin d'information très On important. va refaire passer le message. Ce serait bien de aussi façon que très claire. les DLFIP organisent des réunions avec les associations de maires départementales. Alors certains de nos DFIP ont déjà participé à des réunions, mais On peut leur demander parce que, oui. par exemple, en Gironde, c'est quand même un gros département, hein. On dit il n'y a aucun contact, on ne sait rien. Bon, d'accord. Un exemple, il faut vérifier après parce que Internet est toujours un peu raide, hein, mais enfin. D'accord. Évidemment, certains disent aussi que c'est la conséquence de la déflation des effectifs dans les régies financières. Voilà, bon, ça c'est un autre sujet. Je suis pas sûr, mais c'est vrai que moi-même je m'étais battu contre. Les administrations locales sont déshabillées, c'est pas faux. Ensuite, oui. Bon. Non, mais j'entends bien, mais après, on va pas revenir sur les vieux sujets. Il faut clarifier les procédures. Enfin, il y a vraiment, à mon avis, les procédures ne sont pas bien comprises. Oui, ça, on est d'accord. ACD, machin, là, j'ai les prélèvements, plus personne n'y comprend rien. Alors moi, je vois dans beaucoup d'interventions, hein, Véronique, des internautes, un besoin de clarifier. Il faut encore une fois que les DDFIP en lien avec les associations locales, si c'est pas fait, clarifient les procédures. J'entends également ce que vous, votre discours aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de tout faire pour résorber les retards. Oui, tout à fait. Il n'y a pas des risques de forclusion d'ailleurs parce que... Non, on a veillé à ce qu'il n'y ait pas de risque de forclusion. Parce que les collègues sont inquiets. Il n'y aura pas de prescription. Non, parce que... On est dans une configuration, pardon, excusez-moi, parmi les dossiers sur lesquels la DGFiP a repris la main pour la liquidation. Donc, encore une fois, on parle des demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022. C'est la date d'achèvement, comme on l'a dit, qui est la date d'exigibilité. Donc, et le délai est de 3 ans. Donc, pour ce qui tomberait en prescription au 31 décembre 2025, on parle des projets dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à partir du 1er septembre 2022 et qui étaient achevés au 31 décembre 2022. Par essence, ce sont des projets d'envergure très limitée. On est sur des abris de jardin, etc. Parce que ne serait-ce que le temps d'instruction du permis en tant que tel, ça nous a mis 2 mois. Donc, pour que ce soit fini à la fin de l'année 2022, on a des tout petits projets. Et on a vérifié en long, en large, en travers. On avait environ 1 millier de dossiers France entière qui étaient concernés par un risque de prescription. Ceux-là seront traités avant la fin de l'année. Il y en a une très large majorité qui sont déjà partis en taxation. Les autres font partie des 188 000 qu'évoquait Olivier tout à l'heure, qui seront taxés avant la fin de l'année. Donc, aucune ressource liée à une déclaration, à un dossier qui est dans la main de la DGFiP aujourd'hui ne sera atteint par la limite de prescription. Et on fera exactement de la même façon en année glissante pour respecter cette limite de prescription. DGFiP 77, là on est en
C'est Seine-et-Marne, hein. Oui, Ça démarre. ça demande. J'ai un collègue, là, M. Delorme, je ne sais pas si un élu ou un fonctionnaire. La DGFiP, la 10 DGFiP, c'est les DFIP, hein, ne donne aucune information sur la taxe d'urbanisme à percevoir. En revanche, oui, la DGFiP nous demande de rembourser les taxes d'urbanisme perçues. Oui, parce qu'on va être dans des situations parfois ubuesques dans lesquelles on demande de rembourser des taxes de l'ancien système et on n'a pas encore touché les taxes du nouveau système. Alors là, ça, c'est terrible, hein. Normalement, nos DDFIP, mais on va leur rappeler, ont les listes complètes des autorisations d'urbanisme et de celles qui sont susceptibles de liquider d'ici la fin de l'année. Donc ça m'étonne un peu, mais je comprends qu'il y a un besoin général, ou en tout cas fréquent, de réassurance et de meilleure diffusion de l'information. Ça faisait partie des éléments du groupe de travail, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Manifestement, c'est... Ouais. Non, parce que là, Il y a imaginez le maire, Oui, il oui. reçoit pas ce qu'on lui doit Et on lui demande et on lui demande de rembourser le truc. Alors ça, c'est terrible, hein. On demande des contacts privilégiés auprès de la DGFiP pour faire remonter nos problèmes. Donc, il y a visiblement, je vois qu'il serait bon de demander aux DGFiP que les maires aient vraiment. Alors, vous dites, c'est les conseillers. Il y a les conseillers des décideurs locaux qui Ouais, sont aussi c'est là. dans leur rôle. Oui, et De le redire, hein, parce que moi, j'en ai une qui est très bien, mais c'est vrai qu'il faut peut-être le redire, hein. on a diffusé, ça fait pourtant plusieurs mois qu'on a diffusé des consignes aux conseillers des décideurs locaux de s'occuper, de s'emparer du sujet. Donc, bien pris pour que ce n'est pas systématiquement fait. Donc, on va faire une piqûre de rappel. Ouais, c'est ça. Très clairement sur ces sujets, enfin le conseiller aux décideurs locaux et pour l'ensemble des sujets de la DGFiP, le point d'entrée pour la collectivité, dont celui-là. Alors bien sûr, derrière, c'est effectivement une étroite collaboration entre ce conseiller et les services fonciers plus particulièrement, hein, et, qui sont en charge de la mission de liquidation, ou les pôles fiscalité aménagement pour ce qui est du recouvrement. Mais le point d'entrée est vraiment le CDL. Oui, alors il y a Monsieur Bénard. Il est garantissez-vous que l'intégralité des recettes lui seront versées compte tenu du fiasco de gérer mes biens immobiliers? Alors, on mêle deux choses Oui. différentes. On mêle Oui, je sais, non, mais c'est pas. Sur le premier point, oui, le processus, comme vous l'indiquez, marche. Là, pour le coup, on n'est pas sur le même dispositif. Sur l'autre GMBI, qui est le GMBI, taxe d'habitation, donc effectivement, on est sur un processus complètement différent qui reposait à la fois sur des chaînes de taxation assez antiques et sur des déclarations des propriétaires. Pour le coup, avec un niveau d'information, il fallait déclarer l'occupant, sa date de naissance, etc., qui la première année ont été relativement insuffisants. C'est le moins qu'on puisse dire, mais on n'est pas sur les mêmes processus ni les mêmes procédures. En Essonne, nous avons organisé une visio, nous dit-on, sur le sujet de la DDFiP. Oui, bien, tout à fait. bien. J'ai vu le directeur la semaine dernière. Donc Bon, vous voyez, il y a quand même des bonnes nouvelles. Par contre, bonjour, dans le Finistère, nous avons demandé à plusieurs reprises les chiffres de la taxe d'aménagement de la DDFiP, mais nous n'avons toujours rien. D'accord. Bon, bah voilà. Vous voyez, donc, je pense que Est-ce que dans le temps, est-ce que dans le temps, pour faire évoluer les grands projets, c'est à partir de 5000 mètres carrés? Est-ce qu'on pourrait diminuer les 5000 en 3000? Parce que on Ça se resterait regarde. dans votre système, mais nous, ça nous ferait une prévisibilité J'ai sur compris. plus de projets. Alors, autant le passer à un dispositif généralisé de je paye, enfin je dépose mon AU et puis je paye, et puis je vois à la fin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne nous paraît pas apporter. Autant regarder sur un seuil un peu plus bas que les 5000 mètres carrés d'emprise. Aujourd'hui, surtout que certains manifestement jouent avec ce seuil, puisqu'on a eu des cas où des projets de plus de 5000 mètres carrés sont passés soudainement en dessous, avec des autorisations, avec des permis de construire modificatifs. Bref, ça se regarde. Je ne peux D'accord. rien vous promettre à ce stade, mais je promets qu'on va le regarder sérieusement. Parce que ça pourrait être un Alors, système oui, mixte plus certain pour tout le monde dans le temps. oui, oui. Par ailleurs, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le vrai noyau dur, si j'ose dire, de la recette, elle est dans ces projets de taille assez conséquente, pas dans l'abri de jardin ou la véranda, hein, où on est sur du 700, 800, 600 euros. Donc, oui, oui. Alors là, dans l'Essonne, je dis que c'était bien, mais là, il y a un maire quand même qui se plaint. Vous parliez de nombreuses communes n'ayant reçu que 10% de la TA, c'est le cas de la commune pour laquelle je travaille, donc c'est un fonctionnaire. Nous avons subi une grande baisse cette année, nous avons un nombre de DP et PC proches des années précédentes. Nous transmettons également tout par plateau. Après plusieurs relances à la DGFiP, je n'ai jamais eu de réponse.
Si je comprends bien, nous devrions recevoir ces sommes d'ici la fin d'année, début d'année prochaine. À qui puis-je m'adresser? Donc voilà. Et dans quel département? Et dans l'Essonne. D'accord. Il y a eu beau avoir la visio, bah, vous voyez, même dans l'Essonne, c'est. D'accord, bon, ok. Je pense qu'il y a un problème général, hein. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a encore d'autres questions. Ouais, il y a les craintes sur la prescription, on en a parlé. Non, on a répondu. Ouais, mais c'est important. Oui, oui, tout à fait, oui. Il y a très souvent une absence de visibilité sur les flux, quoi. Enfin, voilà, il y a des demandes d'informations. Alors après, peut-être là-dessus, enfin, très Ouais. clairement, hein, des montants de taxes d'aménagement calculés, alors même qu'ils ne sont pas encore, qu'ils n'ont pas donné lieu à émission de titres, donc à fortiori, encore moins en reversement, on ne sait les calculer que lorsqu'on a obtenu la déclaration. Tout ça pour dire que, bien évidemment, nos collègues de direction aujourd'hui ne savent pas dire pour un ensemble d'autorisations d'urbanisme délivrées en 2025 quels seront les montants de taxes d'aménagement et encore moins quand sera la recette pour la raison de la date d'achèvement, ainsi de suite. En revanche, pour les dossiers pour lesquels la déclaration elle a été déposée, cet achèvement il est simple. Là, on est dans une configuration, et ça fait partie des éléments dorénavant, notamment dans les dossiers ayant été repris, ça fait partie des éléments sur lesquels nos services sont en capacité de donner de la visibilité. Ah ouais. Avant, c'était rassurant. Quand on faisait un permis, on avait toujours le montant. On savait qu'on avait un, c'était quand même pas mal, quoi. Il y a quand même, Ouais. il y a quand même une demande d'avoir un outil commun de suivi. Ouais. Ça fait partie des points Que l'on puisse contrôler derrière. Parce que nous, on connaît le terrain, on connaît les stratégies. Il faut peut-être qu'on développe des formes de coproduction, hein. De l'aller-retour d'informations. Bah, ouais, ça, c'est pas une liste d'autorisation d'urbanisme. bah, c'est très demandé qu'il y ait un travail partenarial. Vous notez ça, hein, mesdames, messieurs, parce Et que notamment pour retraiter les erreurs déclaratives du pétitionnaire, en fait. Puisqu'en fait, il y a une demande pour savoir qui est responsable des erreurs déclaratives, en fait. Alors, c'est qui est comment le responsable. système déclaratif? Oui, Parce qu'on est dans une logique où, de toute façon, enfin, on taxe sur la base de ce que l'usager nous déclare, si on détecte une erreur manifeste, bien sûr. Mais ensuite, ça ne veut pas dire pour autant que l'on n'a pas des procédures de contrôle, hein. On évoquait l'évaluation d'office en cas de situation de défaillance. Ensuite, en cas de déclaration manifestement erronée, diminuer, mais ça fera partie des points de contrôle que l'on appliquera. Mais on est, comme dans nombre d'impôts, sur un système déclaratif à la base qui fait qu'on déclare, on taxe sur la base de ce qui a été déclaré. Première intention, je dirais. Et peut-être des précisions sur le fonctionnement de Delta. Alors oui, parce qu'on ne l'a pas évoqué, il y a quelques tout à l'heure, mais comment sont déterminés les taux de taxation? Ça, c'est un point important parce qu'en matière de taxe d'aménagement, un référentiel des délibérations a été mis en place, hein, qui s'appelle Delta, et ce sont les saisies par les collectivités au sein, via le PIGP, au sein de cette application Delta, qui permettent de disposer, donc sur la base des délibérations prises, qui permettent de disposer des éléments, des taux de taxation et des situations d'abattement et exonération qui sont à la main des collectivités, de correctement en disposer, parce que ces éléments-là, présents dans Delta, sont automatiquement pris en compte dans la taxation en tant que telle aux taxes d'aménagement. Sont pris en compte dans la taxation, sont pris en compte dans le simulateur auquel je faisais référence tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un point qui est, et d'ailleurs, c'est un point de progrès par rapport au calcul intégralement manuel qui était fait par les DDT antérieurement. Là, on s'appuie sur un calcul automatisé qui est directement plugué, qui s'interface directement avec ce référentiel des délibérations. Donc, point d'attention sur la qualité de la saisie de ces délibérations dans Delta, parce que un taux erroné saisi dans Delta signifie une taxation erronée pour la commune concernée. Il y a encore des questions sur qu'est-ce qu'on taxe en fait en termes de surface.
Alors, on n'a rien changé aux notions de surface taxée. Et d'ailleurs, c'est un des points de convergence qui reste devant nous, hein, parce que très objectivement, là, on a ramené le temps déclaratif, mais on n'a pas touché aux règles de calcul de la taxe. Donc, en matière foncière, on est sur la notion de surface cadastrale, les surfaces mesurées mur à mur. En matière de taxe d'urbanisme, on est sur les surfaces inférieures à 1 m², 1 m², pardon, ainsi de suite, qui ne sont pas tout à fait les notions de surface carrée, comme on le disait tout à l'heure. Donc, ce sont des notions de surface qui sont différentes. Donc, on est sur un moment déclaratif unique, mais avec des notions de surface différentes, ce qui manque objectivement de lisibilité. Hein. Ça fait partie des points, alors pour le coup, qu'on avait identifié, hein, mais le temps du transfert de la liquidation n'était pas le temps de la refonte en profondeur des règles de calcul. Mais ce sont des points de convergence des règles qui nous paraissent très importants de traiter dans les prochaines années, parce que ces notions différentes sont totalement illisibles, tant pour les usagers que pour nos agents, hein, typiquement. Et le fait de se raccorder à plateau, donc au système. Oui, tout à fait. Alors, le fait de se raccorder à plateau, c'est avant tout pour les autorisations d'urbanisme que l'on connaît, le fait de pouvoir récupérer des informations plus riches que ce que nous donne Citadel. Citadel, c'est encore une fois un flux statistique, donc très peu d'informations, notamment sur les surfaces, on a des agrégats, enfin c'est avec Plateau, avec la connexion à Plateau depuis nos applicatifs de gestion, l'idée c'est d'aller récupérer des informations beaucoup plus riches relatives à l'autorisation d'urbanisme, de disposer des pièces jointes qui ont été fournies en même temps que la demande d'autorisation d'urbanisme, les différents plans, ainsi de suite, qui sont précieux. Alors quand on en est à l'évaluation d'office pour être au plus juste, mais dont on espère aussi qu'ils puissent être utilisés, ces éléments-là, pour pré-remplir les déclarations aux usagers. Alors ça, c'est pas tout à fait pour le mois prochain, soyons clairs, mais c'est l'idée que l'on en a, que d'aller au bout de la logique d'aide de l'usager et de lui pré-remplir une déclaration en tant que telle. C'est vraiment ça l'esprit. Et ça, la connexion à Plateau et la richesse des informations de Plateau permettra vraiment d'être plus proactif sur ce sujet. Et l'autre évolution qu'on aimerait porter, même si pour l'instant on l'a pas encore planifié, c'est de faire mentionner dans l'espace particulier des redevables la relance TU, puisqu'aujourd'hui elle est adressée par mail ou par courrier, mais elle n'est pas dans l'espace particulier quand vous connectez à impôt.gouv. Si vous avez dans votre espace, vous verrez, vous avez vos avis de taxe foncière si vous êtes en démat, vos avis d'imposition, etc. Mais si vous êtes redevable d'une TU, vous n'avez pas aujourd'hui la relance éventuellement pas faite par l'administration ou même l'évaluation d'office. Et donc l'un de nos objectifs, c'est aussi de mettre à terme dans cet espace PART et la relance et éventuellement l'évaluation d'office pour que l'usager vraiment, quand il va aller se connecter, il y va en général à ce moment de sa déclaration d'impôt sur le revenu, taxe foncière, THS éventuellement, puisse avoir en prise directe la relance et ne pas nous dire qu'il ne l'a pas reçu ou qu'il l'ignore. Je ne sais pas à quelle date ça pourra être fait. Ça fait partie des travaux informatiques qu'on souhaiterait conduire l'année prochaine, mais ça prend un petit délai de route, mais ça accroîtra aussi la visibilité du sujet pour les usagers, puisque comme vous l'aurez compris, c'est un de nos points de fuite aujourd'hui, c'est que on a du mal à attraper entre guillemets l'usager. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Parce qu'on n'a plus que 10 minutes. Alors, oui, allez-y, Nathalie. Simplement, je crois qu'il y avait aussi une remarque précédemment, c'était de donner, enfin, si vous aviez une maquette, en gros, déclarative pour l'usager. Ah, d'accord, une espèce de schéma. Parcours, enfin. Un schéma du parcours usager. Comment l'usager peut mieux comprendre ce qu'il doit faire aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, sur impôt.gouv, on a effectivement des accès à nos parcours en tant que tels, hein, mais on peut regarder pour compléter cela. Quand j'évoquais tout à l'heure la mise en place de flyers d'informations large spectre, l'idée, c'est vraiment, enfin, l'idée qu'on en a, c'est de décrire vraiment comment cohabitent les démarches urbanistiques et les démarches fiscales, quoi faire à quel moment. Après, comment se déroulent les obligations déclaratives fiscales, l'espace GMBI, ainsi de suite. Ensuite, on peut effectivement aller au-delà en matière de déroulement du parcours déclaratif, mais le parcours déclaratif, alors on l'a refondu intégralement sur les taxes d'urbanisme. Hein, je n'ai pas la prétention de croire qu'il est parfait, mais en tout cas, on a vraiment accompagné de manière plus efficiente l'usager dans les différentes rubriques en fonction de sa situation
Il y a des infobulles qui le guident. On va continuer à enrichir des contrôles embarqués entre les différentes rubriques pour essayer de faire en sorte que l'usager ne puisse pas déclarer des choses qui sont incompatibles. Donc, j'aurais tendance à dire qu'une fois qu'il est dans le parcours, normalement, tout roule. Tout l'enjeu, c'est de l'amener à se connecter sur le parcours. Voilà. Alors, il y a un maire de la Marne, donc c'est l'association des maires de la Marne, 51, Monsieur Indro, je ne sais pas. Il me paraît indispensable que les mairies ou les EPCI informent les pétitionnaires du montant estimatif de la taxe d'aménagement et des modalités de déclaration. Un bon tableau pour le suivi des autorisations accordées, et le retour des paiements est également indispensable, je pense. Ah oui, oui, vous voyez, il y a vraiment, il faudrait qu'on ait des modalités de gestion. C'est pour ça qu'on Là, se en commune, proposait, hein, c'est voilà. pour ça qu'on se proposait de vous associer à nos groupes de Oui, travail. oui, ben oui, hein. Ce groupe de travail, donc, il commence. Il commence, il y a des premières réunions, il y a plusieurs sous-groupes, on vous passera la liste des sous-groupes au mois de novembre, il y a un aspect communication et donc. Ouais, mais ça, on va regarder. Hein, Véronique, il faut qu'on désigne bon, des élus ou Oui, des bien sûr. responsables. Hein, et je le dis, hein, moi, sur la taxe de séjour, je pense que je suis pas d'hostilité de principe, mais il faudrait d'abord stabiliser ça avant de se lancer dans autre chose. Hein, parce que là, il y a un problème de crainte hein, qui existe quand même. Ouais, alors, Oui, puis moi, je reviens. Alors, c'est peut-être pas l'objet du webinaire, mais avec les collègues, c'est quand même important pour la taxe d'aménagement. Donc, j'entends bien qu'il y a moins de construction, donc le volume est en baisse, mais ça, c'est la crise complète du logement et on le voit dans nos chiffres. Mais néanmoins, ça n'empêche pas qu'il y a quand même une rentrée d'argent qu'on attend les uns et les ah autres. oui, on est tout à fait Et d'accord. après, il y a un vrai sujet que nous, on se pose à la commission aménagement du territoire avec la mise en place de la sobriété foncière, du ZAN et autres, pour qu'on arrive à avoir un taux qui est entre 1 et 5 à un moment donné sur des projets vraiment innovants ou qui ne le sont absolument pas. Enfin, il y a peut-être aussi une détaxation, enfin, le 1 à 5, il peut peut-être de passer 1 à 10. Hein, je suis pas là pour imposer et taxer tout le monde, mais néanmoins, enfin, à un moment donné, il va falloir qu'on travaille quand même nos ressources et l'exigence qu'on nous demande. Donc ça, il y a quand même un travail à mener et à soumettre peut-être aux législateurs plus tard parce que même si la taxe est en baisse, elle peut quand même avoir une certaine dynamique et qu'on arrive à décloisonner encore plus ce qui se passe par secteur et qu'on soit sûr que les secteurs, suivant comment on fait jouer la taxe, soient bien renseignés aussi. Donc on a quand même, il y a quand même un avenir qui doit se profiler. Voilà. On a un sous-groupe législatif, si j'ose dire, c'est mesures éventuelles de législation, donc je pense que ça pourrait être utilement embarqué dans ce sous-groupe. ouais, on a noté ça, donc on reste en contact pour Oui, oui, vous inquiétez pas, on va vous la passer. participation de l'AMF. Marina vous enverra la liste des Ouais, sous-groupes, hein. les dates prévisionnelles, et puis vous pouvez nous désigner peut-être. Alors, faut pas non plus que ça se transforme en assemblée Vous sentiment inquiétez d'élus, mais pas, peut-être deux ou trois élus voilà, par sous-groupe. ouais, Hein. des élus Ou des, peu importe, enfin, en tout cas. mais nous Voilà. n'avons pas des effectifs très importants. Nous avons la qualité, mais pas la quantité. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Et mettre en corrélation les dossiers les uns avec les autres. Voilà. Pour les communes, il manque non seulement les montants prévisionnels, mais aussi les valeurs utilisées pour le calcul. On en a parlé. Les taux de taxation, on en a parlé. Également la perception. Ah oui, la DGFiP accepte un étalement de la perception pour certaines personnes, mais les Oui. communes n'ont pas l'échéancier proposé. Il y a vraiment des problèmes de connexion, hein. Je vois. Ah oui, parce que c'est vrai que vous êtes notre collecteur, mais il faut que que le futur récipiendaire des recettes soit un peu plus au courant. Y aura-t-il des réponses à nos questions plus tard? Cri de douleur, vous voyez. Oui, ben, je pense que là, on a déjà aujourd'hui pas mal de choses, Véronique, hein. Alors évidemment, il y a, encore une fois, hein, Oui, oui, on a Il pas a mal de été. choses. Alors, le PowerPoint sera en ligne pour Ouais. tout le monde. Le webinaire aussi. On a eu quand même pas mal de réponses sur la différenciation des systèmes et la difficulté de tout reprendre et de ce qu'il y a. Bon, maintenant, c'est vrai que vous avez fait un gros exercice vis-à-vis de nous de travail pédagogique et c'est vrai qu'on est tous des individualistes, donc on a tous une problématique
local aussi, même si on a besoin du cheminement global, ce que vous avez fait. Donc c'est vrai que je pense que voilà, sur cette fin de mois, et je sais que c'est compliqué aussi pour vos services, mais on a vraiment besoin d'avoir un retour, soit par nos associations départementales, des DDFIP en général, et puis qu'on voit vraiment les points noirs des décideurs locaux, parce que dans le chat, on voit qu'il y a beaucoup de situations particulières, et c'est bien normal qu'ils remontent, qu'on puisse avoir une prévisibilité à un mois, 6 mois, un an, ensemble, et que voilà, que le dialogue puisse vraiment se construire partout sur le territoire. Dans des territoires, ça se passe très bien, dans d'autres, c'est plus compliqué, mais ça tient à l'humain, et c'est voilà, c'est sans jugement. On sait que ça va être fait, que vous en avez bien pris. On vous a délivré aujourd'hui l'ensemble des Voilà, informations de notre possession. c'est Il ça. n'y a rien caché, ni des difficultés, ni des retards, ni des sommes telles qu'on les a dans notre système. Donc vous avez eu l'ensemble, vous avez le même niveau d'information que vos interlocuteurs des GFIP autour de la table. On vous Voilà. remercie très sincèrement. Non, mais On vous remercie. On a pris bonne note de vos engagements, de ces groupes de travail. On a pris bonne note également que. Qu'est-ce qu'on dit? Il y en a qui parlent, il y a quelqu'un qui parle des campings. Camping. ah, donc là, Non, ça ne concerne pas. non, alors il y a eu un débat à un moment donné sur la taxation des campings, sur la taxe sur les bureaux, mais je ne pense pas que ce soit ça, je n'en sais rien. Parce que On est exonéré de beaucoup de taxes. Bon, oui, voilà. d'accord, il y en a. Ouais. Et au-dessus, il y avait quoi au-dessus? Alors après, sur ce sujet, je me permets effectivement d'indiquer que sur la taxe d'aménagement, mais c'est le poids de l'histoire, hein, mais c'est une taxe qui inclut une variété d'abattements ou exonérations qui est très très riche, mais qui est sans commune mesure, par exemple avec la taxe foncière, avec les taxes foncières, ce qui induit une complexité au moment du déclaratif, très objectivement, une complexité de calcul. Vous évoquiez tout à l'heure les liens avec la ZAN. Tout est envisageable, mais moi j'aurais un point d'attention qui est de dire ne complexifions pas avec des cas particuliers. Jouer sur des taux, ça c'est lisible, c'est faisable, et voilà, ça ne complexifie pas l'acte déclaratif. Jouer sur des exonérations de manière un peu raffinée, ainsi de suite, ça c'est objectivement très compliqué. Alors de manière très centrée pour la DGFiP, mais au-delà de ça, en lisibilité usagée, ça nous vaut des X rubriques dans un parcours déclaratif qui est déjà très dense. Ça fera l'occasion, je pense, d'un échange sur le groupe sous le groupe de travail législation, parce que j'entends bien la demande de raffiner pour la conduite de diverses politiques publiques, mais n'oublions pas que plus on raffine, plus l'usager est perdu, et moins il déclare ou moins il déclare exactement. Et donc, quand il déclare pas exactement, c'est du contentieux derrière. Et donc, s'il doit y avoir des éléments de complexité introduits, je pense qu'il faut par ailleurs songer aussi à des simplifications dans ce dispositif qui est objectivement, hein, déclarativement, quels que soient nos meilleurs efforts sur la lisibilité du parcours, assez complexe. Oui, alors, Nous, on ne souhaite pas complexifier, on souhaite que chaque collectivité peut avoir une plus grande liberté dans ses taux d'application. Ah, mais les taux, C'est vraiment dans ce sens-là, voilà. les taux, c'est. la piste est d'associer également les collectivités à la vérification de l'achèvement. Hein, ça, c'est Oui, mais ça, on est tout à fait preneur. parce que nous, on connaît, enfin, on est sur le terrain, Oui, oui. on a les commissions. On a demandé au CDL de le faire, d'ailleurs, dans certains de cas. Pratiquement, on l'évoquait dans le cadre de notre groupe de travail. On a des exemples de départements pour lesquels ça a été fait de manière assez massive. Par exemple, la Gironde a été évoquée tout à l'heure et pour lequel il y a eu des très bons résultats en termes de retour d'informations auprès de la direction régionale des finances publiques. Voilà, bah, écoutez, on n'a pas pu, hein, Véronique, tout aborder, mais c'est quand même très, très riche. On pourra transmettre on les pourra, questions d'une chaque. transmettre toutes les questions à monsieur Tounet et ses équipes. On vous remercie, Fage, et puis on va rendre l'antenne, comme on disait longtemps. Mais bon, je crois que vous êtes parfaitement sensibilisés, hein. Il était important, c'est votre rôle de vous rappeler que l'inquiétude des élus, alors les élus sont par essence inquiets, mais particulièrement inquiets sur ce sujet. Donc d'essayer vraiment de résorber les choses, d'être plus agile, de mieux travailler ensemble, et pour l'avenir de mettre en place des procédures peut-être plus participatives et plus robustes. Alors c'est d'autant plus nécessaire que vous êtes une administration qui a plutôt une bonne image sur le terrain. C'est pas le cas de toutes les administrations de l'État, donc c'est un peu dommage, quoi. Donc je suis sûr que vous saurez vous rattraper. C'est notre objectif. Et voilà. Donc j'ai essayé de terminer par un petit peu d'humour, voilà.
J'ai terminé. Véronique, tu veux dire un mot pour conclure en remerciant l'ensemble des participants, bien Non, sûr. non, merci. Merci à tous d'avoir pris du temps et merci à vous de ce temps d'échange. Voilà. Voilà, et donc la commission de l'aménagement du territoire et la commission des finances de l'AMF vous remercie. Puis on va continuer nos travaux, hein. Suite au comité des finances locales de ce matin, nous avons du boulot pour sauver les meubles, si je puis dire, hein. Eh bien, bon courage à tous, gardez le moral et à bientôt et merci à nos invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup.